Bonjour, vous écoutez Pause Report, le podcast qui décrypte et analyse chaque semaine l'actualité de la voile de compétition en compagnie des meilleurs experts. Pause Report est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont 2 newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des événements, des formations ainsi qu'un festival du film, un studio de production de contenu et une plateforme de vidéos à la demande, Sellers, que vous pouvez retrouver sur tipshaft.com. Pendant toute la durée du Vendée Globe, Pause Report devient Pause Report Live, enregistré en public à la Cité de la Voile Éric Tabarly, à Lorient, entièrement consacré au débrief du Tour du Monde en solitaire. Un événement rendu possible grâce au soutien de nos partenaires. Arken, d'abord, spécialiste mondial de l'accastillage, dont le matériel équipe une grande partie des concurrents du Vendée Globe, que ce soit les winches, les colonnes, les rails, les poulies ou les systèmes hydrauliques. Le défi Azimut, ensuite, le rendez-vous du mois de septembre pour les IMOCA qui mélange run de vitesse et course au large à Lorient, devenu chaque année la dernière répétition avant la grande course de l'automne et un passage obligé pour toute la flotte IMOCA. Merci à eux, je suis Pierre-Yves Lautroux et je vous souhaite la bienvenue dans Pause Report Live. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de Pause Report Live enregistré ce lundi 18 novembre depuis l'auditorium de la Cité de la Voile Éric Tabarly à Lorient en public avec le soutien de nos partenaires Arken et le défi Azimut. Chaque semaine pendant toute la durée du Vendée Globe, c'est ici que l'on explique, qu'on décortique, qu'on décrypte et analyse ce qu'il s'est passé sur la course en compagnie de nos consultantes et de nos consultants. Avec nous ce soir, et je vais vous demander de les applaudir chacun à leur tour. Sophie Faguet. Bonsoir. Spécialiste ces temps-ci, je sais pas, elle fait tellement de bateaux, Sophie, que c'est toujours compliqué de la définir. J'ai mis spécialiste ces temps-ci du Figaro et du Classe 40, avec 2 podiums sur le Tour Voile en Figaro et sur la Niji 40, en Classe 40. Voilà, j'ai bon. Mais qui a aussi fait beaucoup d'IMOCA avec Sébastien Marseille, et notamment une Transat Jacques Vabre, et accessoirement, qui vient de remporter la dernière étape du Women, j'ai bossé, le Women World Match Racing Tour, et qui prépare la prochaine route du Rhum en classe 40. J'ai tout dit. Vous pouvez l'applaudir. Merci. Juste à côté d'elle, Thomas, ça va être beaucoup plus simple. Je suis désolé. Thomas Gaverio, qui est le directeur de TR Racing, l'écurie qui porte les projets de Thomas Ruyant et de Sam Goodchild. Bonsoir. Qui est plutôt de bonne humeur en ce moment au vu des classements de ces poulains. Et juste à côté de moi, Éric Perron, finisher de l'Arca Ultime Challenge à bord d'Adagio. Ça fait court aussi, mais c'est un tour du monde en solitaire sur un ultime. Vous pouvez l'applaudir chaleureusement également. Bonjour. Merci à tous les trois d'être venus ce soir à la Cité de la Voile. Alors, on est à une semaine et un jour de course, donc on est entré de plein pied dans le Vendée Globe. Cette fois-ci, alors c'est un Vendée Globe un peu bizarre quand même, parce que ça fait 3-4 jours qu'ils sont dans la voile. On a l'impression que le poteau noir est remonté à la hauteur du Cap Vert, donc il y a des bizarreries météorologiques, enfin plutôt entre les Canaries et le Cap Vert. Lequel de vous trois veut se jeter à l'eau pour nous expliquer un petit peu la situation météo et pourquoi, alors que d'habitude il y a les alizés à cet endroit-là, si je me trompe pas, hein, pourquoi c'est une ambiance plutôt effectivement équatorienne qui se jette à l'eau. Équatoriale, pardon. Et simplement, alors la situation dans l'Atlantique Nord en ce moment est pas très calée, ou alors très stable, on va dire, plutôt dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'il y a l'anticyclone des Açores qui est hyper bas. Ce qui fait qu'il barre la route clairement à nos concurrents. Et effectivement, ça donne une situation un peu particulière. Donc, il y aura probablement 2 poteaux noirs dans cette histoire. Et on avait dit la semaine dernière qu'ils allaient rentrer dans la pétole, mais ils y sont depuis déjà, même s'il y a eu un moment, ils ont eu une petite dizaine de nœuds, ils y sont déjà depuis plusieurs jours, quoi. Enfin, l'ambiance est vraiment à la lenteur et les folles servent pas beaucoup en ce moment. Non, c'est sûr, c'est épisodique, hein. Il y a de temps en temps, il y a un petit grain dans ces situations qui les fait frôler les 20 nœuds, mais c'est très rare. En ce moment, c'est plutôt entre 5 et 12 nœuds de vitesse pour tout le monde. Et puis on peut voir deux types de routes, hein. Donc il y a globalement le plus gros de la flotte qui est plutôt dans l'ouest pour aller chercher, je dirais, le meilleur angle pour aller justement chercher le poteau noir. Et puis une route un peu plus conventionnelle de 2 bateaux à dérive, dont notamment Jean Le Cam. On va revenir sur le CAM qui effectivement
nous fait le Cambridge, comme ça qu'on appelait ça dans le temps. Je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui. On va y revenir un petit peu. Juste avant qu'on parle et qu'on rentre météo, il y a eu beaucoup de témoignages ces jours-ci de marins qui disaient que ça y est, ils étaient enfin rentrés dans leur course. Il y avait eu beaucoup d'émotions à gérer, que du coup, je sais pas, Isabelle Joschke racontait ça. Comment il s'appelle, Éric Bellion a raconté ça, que c'était quand même très long de se mettre en course après avoir pris des départs comme ceux-là. Ça vous parle, vous qui avez, je vais parler à Sophie qui a déjà fait pas mal de transat. Combien de temps on met pour se mettre en marche dans des courses comme ça? Là, t'étais au départ, je crois. T'as travaillé sur le départ. J'étais au départ. J'ai eu la chance d'accompagner juste pour la journée le team de Johan Richaume, Paprec Arkea, et c'était vraiment une chance exceptionnelle, je pense, de rentrer dans les coulisses avec toute l'équipe technique qui devait accompagner le bateau sur l'eau jusqu'aux derniers instants. Et finalement, ce moment qui s'est prolongé. Il faut se rappeler qu'on sort d'un Vendée Globe, l'édition précédente qui s'est fait à huis clos sur le départ. Et là, effectivement, moi, c'est la première fois que je mettais les pieds sur le village des Sables d'Olonne et j'étais très impressionnée de voir la foule qui est venue et cette énergie vraiment très, très positive qui se dégage et qui va effectivement agir fortement sur le mental des marins. Je pense que j'ai évidemment rien connu de semblable. Notre dernière grande course en date, c'était la Transat Jacques Vabre et on a eu un report pour ce qui concerne les IMOCA. Donc vraiment rien à voir. On était au mois de novembre au Havre, on est arrivé en Ciré, on nous a dit vous partez pas. Enfin c'était autre chose à gérer. Mais donc là en plus ils sont partis très très lentement. On a pu les suivre quand même quelques heures sur le plan d'eau des Sables d'Olonne. Et puis par contre derrière ils ont dû aborder vraiment 2-3 jours hyper intenses avec beaucoup de manœuvres et puis du vent soutenu et le passage notamment du Cap Finistère. Donc on a vu vraiment une gestion très différente chez les marins entre la préservation du matériel, ceux qui ont réussi à rentrer tout de suite dans le rythme et à attaquer et qui ont imposé d'ailleurs ce rythme qu'on appelle de figariste parce que tout de suite à jouer chaque bascule. Elle a mis des guillemets avec ses mains pour ceux qui ne sont pas présents. Chaque bascule à aller vraiment très vite et puis sans s'économiser finalement. Et puis là, tout à coup, tout qui retombe. Donc effectivement, là, je pense qu'ils ont eu le temps de réparer un petit peu leur bateau, de se reposer un petit peu et de prendre réellement conscience finalement de ce qui les attend. C'est assez long au final quand même, une semaine pour se mettre en marche pour une partie de la flotte. Alors si on se tourne vers Thomas Gaverio et les deux avions de chasse de Terre Racing, les deux vulnérables, au moins c'est simple pour les appeler. Eux, ils sont rentrés dans le match très 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 rapidement. Mais c'est des choses que t'as entendu de leur part un peu le côté il faut quand même se mettre dans le bon rythme parce que il y a un rythme à trouver qui pouvait pas être celui du départ parce que ça va vraiment trop vite. Bah, c'est sûr que c'est pas une course qui est neutre. Il va partir 80 jours ou 70 jours autour du monde. C'est une sacrée aventure. Plus le chenal des sables qui est très impressionnant, qui était particulièrement impressionnant cette année. Derrière les conditions de départ, Sophie le disait tout de suite, c'était assez calme et finalement ça a permis de bien se poser. Moi j'étais aussi sur l'eau avec une partie de l'équipe technique pour récupérer les navigants qui étaient à bord avant le départ. Et en fait, un quart d'heure après être sorti du port, on était comme sur n'importe quel départ de transat. En fait, on avait déjà oublié que c'était le Vendée Globe et que nos petits amis partaient pour un long voyage. Et le mindset dans lequel chacun part, en fait, on le voit assez bien. Il diffère énormément entre les skippers. Il y a alors des gens comme Thomas qui commencent juste après une semaine de course à rentrer dans cette plénitude qu'il adore au large avec son bateau. C'est plus long que le temps qu'il y met lorsque c'est une transat. Mais pour autant, c'est pas pour ça que les petits airs et puis les 3 jours de conditions un peu musclées au passage du Cap Finistère l'ont freiné dans l'engagement qu'il devait mettre dans son bateau. Sam est très vite rentré dedans. Et puis il y a d'autres marins comme je pense notamment à Sam Davis ou Boris qui vraisemblablement comme Eric, comme beaucoup d'autres, ont mis du temps à rentrer dedans et commencent tout juste à y aller. Un petit point avarie, il a une voie d'eau, Thomas Ruyant, dont on nous a parlé assez rapidement. Il en est où? Le trou est bouché? Le trou est bouché. Thomas, malheureusement, on a des bateaux qui sont assez complexes en ce qui concerne le nôtre, comme d'autres bateaux, et en particulier celui de Thomas. On a un vérin hydraulique sur certains étais et vérins hydrauliques qui sont généralement à l'intérieur du bateau. Ça veut dire qu'il y a un passe-pont.
Il y a une boîte étanche derrière, puis il y a une petite pièce qui a claqué sur la boîte étanche. Et quand il y a un peu de mer, ou un peu beaucoup de mer et un peu beaucoup de vent, ça peut faire un geyser à l'intérieur du bateau. Donc il s'est vite retrouvé avec entre 200 et 400, voire un peu plus, de litres d'eau à l'avant, dans la soute à voile. Et il a fallu qu'il attende il y a 2 jours, ce week-end, de rencontrer des conditions calmes et surtout un pont sec pour pouvoir recoller cette pièce. On n'a pas trop vu la différence quand même. Non, pas tant que ça. Au-delà ça lui a quand même demandé d'aller pomper l'eau une demi-heure toutes les 2 heures pendant plusieurs jours. Alors on a Romain Athanasio qui nous appelle. Est-ce que tu m'entends, Romain ? Ouais, très bien. Salut Romain Athanasio, on est à la Cité de la Voile avec quelques amis venus par les Vendée Globes. Ils vont t'applaudir, tu vas voir. Ah, sympa. Vous me voyez ? Du coup, ça applaudit tellement que je t'ai pas entendu, Romain. Ah, vous me voyez ? Non, on ne voit pas, c'est que de l'audio. Ah, c'est que de l'audio, alors j'éteins la caméra alors. Voilà. Comment ça va ? T'es en short, t-shirt, chapeau de soleil ? Tranquille ? Exactement, il fait beau. C'est vraiment des conditions incroyables depuis 2 jours là. C'est dingo, ça glisse tout seul. La mer est plate. Il fait beau, c'est incroyable. Je profite parce que ça n'a pas duré. Mais, ouais. Il y a pas depuis 2 jours, il y a beaucoup moins de grains en plus. Donc non, là c'est le délire total. Faut dormir, manger, préparer le bateau, faire des petites bricoles. Tu le vends pas très bien ton Vendée Globe là. Ah ouais, écoute, j'en profite parce que pour l'avoir fait 2 fois, je peux te dire que c'est pas du tout comme ça que ça va se passer dans les prochains jours. Donc, on va se prendre le poteau noir déjà, ça va calmer tout le monde. Et puis après, du bon prêt dans de la mer, là, ça va être sympa aussi. Et puis après, on rentre dans le tunnel. Bon, ça a l'air de bien glisser parce qu'on entend quelques feulements dans l'appareil. Ouais, pourtant ils sont remontés, tu vois, parce qu'il y a entre 10 et 12, 13, 14 nœuds de vent. Donc au portant, vraiment, il faut qu'il y ait 14 nœuds de vent pour qu'il fasse quelque chose. Mais rien que le foil remonté qui touche l'eau, ça siffle déjà. Il faut un boucan d'enfer. Donc ouais, ça c'est sympa quand tu entends ce bruit-là. Dans ces conditions-là, ça veut dire que ça accélère un peu, ça c'est bien. Comment tu nous raconterais ton début de course ? Est-ce que tu es satisfait de comment ça s'est passé ? Tu disais que là, tu as eu un début un peu diesel, pour résumer ? Ouais, c'est vrai que j'avais eu c'est un peu... En fait, je suis parti avec un mât qui a navigué 3 fois dans 5 nœuds de vent, en gros, quoi. En fait, on a mis le bateau à l'eau, on a maté, on est allé faire un tour une semaine après, une fois que tout était en place, qu'on avait eu toutes les pièces. Il y avait 5 nœuds de vent dans les courreaux. Ensuite, on est parti en convoyage au sable, tout au portant, vent arrière sous J2, parce qu'avec la marée, on est parti le soir, il fallait qu'on arrive le lendemain matin, donc il fallait pas aller trop vite. Donc on a tout fait à 8 nœuds. Ensuite, on a fait une sortie au sable, il y avait 2 nœuds. Et puis une deuxième sortie où il y avait 9 nœuds. Donc tu vois, c'était pas dingue. Donc on avait mis vachement de tension dans le gréement parce que ça perd quand même beaucoup. On doit naviguer en général avec 8 tonnes et demie dans les haubans, dans les tirants d'outrigger. Donc là, on avait 11 tonnes en se disant ça va perdre. Mais je suis parti au Vendée Globe comme ça, quoi, avec un mât qui est un peu trop tendu en espérant que ça rende, avec des drisses qui vont peut-être s'user si on a laissé un petit point un petit peu rugueux quelque part. Donc bref, je me suis dit je vais partir tranquille. Alors tranquille entre guillemets, mais c'est vrai que j'avais un peu cette appréhension là. Puis voilà, j'ai pas bourriné comme je pouvais le faire d'habitude. Et par contre les autres l'ont fait, donc c'est vrai que c'est vite parti. À un moment je me suis dit mais attends là, c'est bon, le mât il est bien, tout tient. J'ai fait mes 2 bords de bourrin que je voulais faire avant de partir dans de la mer, ça y a pas de problème. Donc maintenant on peut y aller. Et puis heureusement ça a un petit peu tamponné devant et puis me revoilà. Alors toi, tu fais partie de l'école qui est plutôt partie dans l'ouest, et puis t'as empanné en début de journée ou en fin de nuit, je sais plus. T'es content en fin de nuit, ouais. T'es content de ton positionnement sur la flotte pour la suite ? Ouais, j'ai empanné au milieu de nuit, fin de nuit. Oui, et je disais, est-ce que t'es content de ton positionnement ? Bah ouais, c'est vraiment là où je voulais aller. Enfin, je regardais, moi je fais bêtement, je fais des routages et puis je vois où il y a du vent, puis j'essaye d'y aller. Donc quand je peux, c'est bien. Et là, notamment, il y avait du vent dans l'ouest. Alors oui, il y avait l'option de Jean Le Cam, mais je sais pas comment ça va sortir. Ça peut. Enfin, c'est Jean Le Cam, hein. Ça peut marcher, mais bon, moi, j'aurais pas osé. Et je voulais aller dans l'ouest, alors j'ai décalé à fond tout ce que je pouvais. Et cette nuit, voilà, j'ai poussé le bord à fond et puis j'ai empanné en me disant, en général, ces coups-là, t'empannes toujours trop tôt et
Il va, tu regrettes parce que moins t'es dessous, moins t'as du vent, moins t'as du vent qui t'écarte de la route. Donc bref, c'était à chaque fois t'empannes trop tôt et puis tu viens te recoller au paquet et t'es obligé de réempanner. Donc je me suis dit, je vais pousser un peu. Donc non, c'est bien, c'est vraiment ce que je voulais faire. Et puis bon, j'ai l'impression que c'est pas bon. Moi, c'est safe, c'est pas si mal. Et puis moi, je suis toujours évidemment, je vais pas doubler le paquet qui est devant, mais j'aimerais pas être au milieu, quoi. C'est ça que je veux dire, quoi. Là où sont ceux du milieu, là, entre Jean et nous, j'aimerais pas être là. Donc, je préfère être bien là où je suis que là où est, je sais pas, Prismian ou Hublot. Très bien. On est avec Éric Perron, Thomas Gaverio et Sophie Faguet. Et ils vont te poser des questions s'ils le souhaitent. Qui est-ce qui se jette à l'eau? Éric? Eh ben, je suis pas prêt. Pas prêt. Salut Romain. Comment vas-tu? Salut. Très bien, très bien. Ça va. Bon, on a vu l'histoire de tes brosses à dents, là. Moi, j'avais pas compris au début et ça a fait marrer tout le monde, il paraît. Surtout, c'est ta vidéo qui a fait le plus d'audience depuis le début, quand même. Ah, c'est incroyable. Alors, je te cache pas que je l'avais préparé. Avec Laurie, on avait préparé ça. Elle m'a beaucoup aidé. Elle m'aide beaucoup sur les blagues. Et on s'était dit, putain, mais il faut qu'on fasse une blague comme ça va être drôle. Et puis, je voulais la garder pour un peu plus tard, mais je me suis retrouvé avec Violette. Et donc, c'était le moment. Mais c'est vrai que c'est sympa. Puis, elle navigue. Franchement, elle est rigolote, quoi. Elle navigue vraiment bien et tout. Donc, ça me faisait plaisir de faire une petite blague comme ça. Mais c'était pas ma meilleure, mais ça a bien marché quand même. D'ailleurs, j'ai dû corriger un moment parce qu'à un moment, je dis, oh, elle est nulle. Et tout le monde, j'ai quelques mecs qui m'ont envoyé des messages genre, comment tu oses dire ça? Violette qui est nulle. J'ai dit, vous avez craqué ou quoi? Violette qui est nulle, c'est ma blague. Violette, elle est incroyable. Donc, bref, tu vois, c'était ça. Voilà. On te reconnaît bien en tout cas dans ce genre de blague, donc on est content. On est content. Continue comme ça. Ah merci. Ouais, quand on a les conditions pour ça, ce sera moins drôle dans quelques temps, mais là. Ça va être moins facile à faire dans le Grand Sud, sans doute. Sophie? Exactement. Ouais, salut Romain. Écoute, comme tu le sais, moi j'ai navigué avec Seb, donc je reconnais un petit peu ton humour potache dans le sien. Est-ce que j'étais pas trop sur le village avant le départ? Est-ce que tu as pu l'accompagner un petit peu pour le préparer à ce grand Vendée Globe pour lequel il court pour la première fois? Non, je l'ai pas beaucoup vu ça. Pourtant, on était voisins de ponton. Mais alors, ce village, ça a été quand même incroyable. Vraiment, moi, je suis parti fatigué, malade. Il y a aussi ça aussi qui m'a fait un peu, comme tout le monde du coup. C'est pour ça que je dis pas c'est cette faute-là, mais c'est vrai que c'était tellement fatigant, on était accaparés de partout. Donc c'est passé très vite, à part les 2 derniers jours qui étaient très longs. Donc avec Seb, on se voyait de temps en temps, on s'apercevait de loin, mais sans plus. Mais ouais, c'était. On a vraiment fait 2 super tournois ensemble pour discuter de faire même éventuellement la prochaine. Et je trouve ça incroyable il a pas besoin de conseils. Je trouve incroyable ce qu'il a réussi à faire. Moi, quand il a lancé son projet il y a 4 ans, alors qu'il n'avait pas un centime, qu'il voulait acheter ce bateau, que sa femme lui disait franchement, t'es sûr? Et je me suis dit, là, c'est quand même sacrément engagé. Et donc de le voir au départ, je trouve ça dingue. Non, merci pour ta réponse. C'est chouette. En tout cas, maintenant que tu as confiance en ton mât, on espère que tout va bien se passer pour la suite. Ah, merci Sophie. Thomas? Salut Romain. Et moi je peux te témoigner que les 2 skippers que j'ai le plus croisés au sable, c'est Seb Marseille et Romain Athanasio sur les pontons pendant 3 semaines et demie. Ils étaient là tous les jours à se balader, à faire en représentation, à signer des autographes, à être attentionnés pour le public. Et du coup, je me demandais, Romain, là-dedans, parce que tu as bien emmené 3 brosses à dents, mais est-ce que t'as pris le dentifrice qui va avec? Oui, t'inquiète, j'ai bien le dentifrice et cette fois j'ai rien oublié parce que chaque Vendée j'oublie quand même soit un rasoir, soit un oreiller, enfin un truc qui paraît insignifiant, dont l'équipe technique en a absolument rien à faire, mais qui pour moi est vital. Et normalement cette fois j'ai tout, ou alors j'ai pas encore découvert ce qui me manquait. Donc normalement c'est bon, mais ouais les sables c'était, on a essayé de faire au mieux. Moi j'avais ce mât avec tous les gens qui ont leur nom dessus, donc tous les jours des gens m'appelaient pour me dire on vient, on voudrait voir notre nom sur le bateau. Alors j'ai pas pu faire monter tout le monde, mais je ne pouvais pas dire désolé, je suis pas là. Et donc ça c'était impossible. Alors il fallait que je sois là. Puis à un moment je suis rentré 3 jours à la maison et je devais rentrer le vendredi, et le jeudi soir je commençais déjà à trépigner. Donc en fait ça me stresse plus d'être loin à me demander si tout va bien que d'être sur place à voir que tout va bien. Bon Romain, la suite c'est quoi les prochaines échéances là, ce petit côté croisière tranquille, c'est pour combien de temps encore? Là on est tout droit alors sauf problème de vent, on n'est jamais à l'abri d'un trou de vent, mais
Mais normalement, là, on est comme ça jusqu'au poteau noir. Après, il faudra traverser le poteau noir, puis on sera encore en bâbord à mur ensuite pour rentrer dans l'Alizé. Donc, normalement, là, c'est tout droit jusqu'à l'équateur. Et ça devrait aller. Hein. Ça va un peu mollir là cette nuit. J'espère pas trop. Et puis ensuite, ça va rentrer. Je pense qu'à un moment, il faudra changer de voile pour l'eau un petit peu. Et donc, non, ça se présente plutôt pas mal. Le poteau noir n'a pas l'air mal non plus. Donc, voilà, là encore une fois, c'est quelques jours vraiment agréables. Il n'y a pas d'option particulière qui se présente sur la route? Alors, moi, j'en ai pas vu, mais je suis peut-être pas aussi bon que ceux qui vont dire qu'on a vu. Je ne voudrais pas dire de bêtises. Mais je sais pas, le poteau noir a l'air de passer quand même pas mal dans l'Est. Donc, bon, il n'y a peut-être pas le coup de trop se décaler, mais ouais, je surveille ça aujourd'hui. C'est vrai qu'on a des routages qui permettent de router dans le poteau noir, ce qui n'était pas, enfin des fichiers de vent, je veux dire, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Donc voilà, mais moi j'essaye d'aller vite là. En fait, maintenant, je pense qu'il faut aller vers le sud. Donc j'essaye d'aller vite vers le sud, voilà, en faisant le plus vite que je peux. J'abats un peu quand je peux, je glisse, je l'offre quand ça accélère. Enfin vraiment, je m'intéresse moins là au positionnement latéral que de descendre vers le sud. Est-ce que tu as des petits camarades autour de toi que tu vois en visuel? En visuel, j'ai personne. J'ai croisé Tanguy cette nuit. Il a empanné avant moi. Donc voilà, on a parlé 5 minutes à la VHF. J'ai voyé Boris aussi. Je voyais ses lumières. Et voilà. Mais depuis que le jour s'est levé, non, personne. Mais ils sont pas loin. Hein. C'est vrai qu'on a des bateaux tout autour. Mais on a quand même une dizaine de milles de décalage, donc suffisamment, enfin trop pour se voir en tout cas. D'autres questions? Sophie, Thomas? Non, c'est bon. Eh ben, on va te laisser, c'est bientôt l'heure de l'apéro, non, Romain? Ah, dis donc, ouais, t'as raison, ouais. Je vais regarder ça, je vais aller fouiller dans le sac de bouffe, c'est mon activité de la journée, là, donc je vais y retourner. T'as des bières au frigo? Alors, j'ai pas de frigo, mais j'ai des bières, ouais, mais je les sors pas maintenant. J'en ai 4, hein, donc je les garde pour l'Équateur, Noël, Nouvel An et Cap Horn. Hein. Enfin, quand je dis ça, j'ai l'impression que c'est dans 1000 ans, quoi. Donc normalement, ouais, c'est pour tout ça. Là, je suis pas à l'Équateur. Je commence déjà à regarder mes bières pour le Cap Horn, tu sais. Et, donc j'en ai 4 qui sont bien rangés. Et voilà. Donc non, l'apéro c'est soft. Hein. On est plus sur du Coca Zéro là quand même. C'est pas non plus la grande folie. Hein. Bah écoute, en tout cas, t'as l'air en pleine forme, hein. Bah ouais, ça va. J'ai bien dormi. Encore une fois, j'étais fatigué ces derniers jours, mais là depuis 2 jours, j'ai vachement dormi. Donc non, c'est cool. Bah là, on peut bien dormir dans la banette et tout. Là, ça tape pas. Puis il se passe rien. Donc toi, j'ai le nez sur j'ai Oscar en route, la IS évidemment, mon radar aussi qui est toujours allumé parce que maintenant j'ai des super batteries donc je peux avoir tout en route. Donc voilà, je surveille tout le plan d'eau et quand le vent est stable, c'est vraiment agréable. On peut aller dormir. Je mets des phases d'1 heure, 1 heure et demie, puis je check si tout va bien, puis j'y retourne. Donc non, ça va, je prends des forces parce que je sais que le poteau noir, ça va être un moment jamais facile à passer. On sent que tu kiffes là, Romain. Là, ça fait, je pense que ça fait un moment que vous attendiez le départ. Après, c'est un peu dur de sortir de ces premiers jours de régate, on va dire. Et puis là, maintenant, on commence à sentir que ça kiffe à bord, qu'il fait chaud, que ça y est, vous êtes parti pour l'aventure là. Bah ouais, c'est exactement ça. C'est quand même 4 ans de préparation. Alors bon, on fait pas que ça, mais pendant 4 ans, tu as quand même ce Vendée Globe en ligne de mire. Et après, moi, j'ai le dématage, donc ça nous met dans la panade les 2 derniers mois. Le village, on en a parlé, c'était hyper intense. Et j'avais hâte de dire, bon, allez, ça y est, maintenant, on laisse tout. On a il faut, ces projets-là, ils sont presque, ce que je dis dans mon livre, là, ils sont presque plus durs à faire à terre qu'en mer, en fait, tellement c'est trouver l'argent, embaucher les gars, gérer le management, ce qui n'est pas facile. Les problèmes techniques, jusqu'au dématage. Tu connais ça, Thomas, aussi. Donc, finalement, à un moment, je me disais, putain, mais vivement qu'on prenne le départ, quoi, qu'on puisse au moins aller faire du bateau et laisser tout ça derrière, parce que là, j'en ai vraiment marre. Et donc, après, il y a eu le départ. Après, ça a été effectivement un peu dur tout de suite de se mettre dans le bain. Puis là ça y est, là, c'est les meilleurs moments. Puis encore une fois, je sais ce qui va arriver, donc je sais que c'est des moments sympas, alors il faut en profiter. Tu te donnes un peu des petits objectifs là avec les copains autour de toi ou c'est pas encore le moment?
Objectif, non, mais ouais, j'essaye d'aller vite, quoi. Donc, j'essaye de bien naviguer, régler le bateau. Voilà, maintenant il y en a qui sont pas loin, que je suis là où je voulais, j'essaye de pas laisser partir bêtement. Donc, il faut faire marcher le dossier. Après, des objectifs, j'en sais trop rien. Encore une fois, c'est tellement long. Faut être patient. Hein. Tu sais, je parlais il y a pas longtemps avec Aurélien Sanchez. Là, c'est le seul seul Français qui a gagné la Barclay, là, qui fait partie de l'équipe Meltonic avec nous là. Et je lui disais, c'est quoi la qualité première pour être un bon ultra trailer? Il m'a dit, il faut être patient. Et je lui ai dit, tu vois, nous c'est pareil. Donc, j'essaie d'être patient. Et Dieu sait que chez moi c'est dur. Bon, écoute, en tout cas, t'as une super voix. On a vraiment pas l'impression que t'es parti pour faire un Vendée Globe. Les gens dans la salle, ils sont hyper déçus. Ah merde. Ah. Eh rappelle-moi dans quelques jours, hein, ça sera peut-être moins bien. Hein. Ouais. En plein poteau noir au fond du bateau, tout noir avec une meuleuse, il aura peut-être moins. Hein. Ouais. Alors qu'en fait, là, maintenant, tu vas te faire une petite série Netflix avec des chipsters, quoi. Exactement. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup. Merci pour ta voix qui fait plaisir à entendre. Et on espère que ça va durer comme ça encore un petit peu de temps et puis que tu vas arriver en pleine forme pour quelques nuits plus agitées dans le poteau noir. Exactement. Merci de m'avoir appelé, c'est gentil. Puis à bientôt alors. Bye bye. Salut Romain. Ciao. Salut. On va t'applaudir. Merci. Bye bye. C'est gentil. Ciao. Bon, il nous fait rêver quand même, hein. L'ivresse des mers, les gars, enfin bon. Hein? C'était plus sympathique. Bon, après, Romain Attanasio est quand même souvent comme ça. C'est une bonne patte qui a toujours. J'ai pas osé du coup lui dire que 30e, il pouvait peut-être faire un petit peu mieux, mais la patience, je pense qu'il a probablement raison. Alors, on va reparler un peu plus technique avec nos invités. Il a l'air de dire que en gros, lui, c'est tout droit, tranquille, jusqu'au poteau noir. Vous avez la même vision du truc, c'est un peu alors, c'est pas l'autoroute parce que ça va pas très très vite, mais en tout cas il y a pas d'enjeu météo saillant d'ici le poteau noir. Pas de trajectoire à prendre, c'est sûr. En gros, là, ils ont tous emplané sur une trajectoire qui veut descendre au sud, effectivement, parce que en fait, quand on vise cet endroit stratégique, en fait, ce qu'on regarde souvent, c'est comment est le poteau noir quand on y arrivera. Et voilà, il y a des statistiques qui nous montrent que c'est toujours à peu près par là. Et de temps en temps, ça s'ouvre un peu à l'est, mais globalement, les routes de l'est demandent de suivre les alizés pour aller se positionner quelque part sur les lines, comme on dit, globalement, quoi. Après, à 100 000 près d'écart latéral, ça peut jouer. Donc là, c'est un peu le jeu de tout le monde, et effectivement, de se positionner là, et après, c'est parti, course de vitesse. Et à quel moment, parce que là une partie des écarts longitudinaux de la flotte, il y a quand même des beaux écarts, hein. Romain, par exemple, il est à 220 000 de la tête de la course, donc ça commence à compter un petit peu. Une partie de cet écart-là a été générée par le timing de l'empannage. Ceux qui sont les plus loin dans l'ouest ont forcément plus de retard en longi au final. Qu'est-ce qui les a décidés à empanner à tel ou tel moment? C'est quoi la stratégie? C'était justement le point de passage qu'ils avaient repéré dans le poteau noir. On disait au début, quand ils sont tous arrivés dans cette zone-là, que le salut était dans l'ouest. Je pense qu'il y a deux étapes, en fait, on va dire, pour ce positionnement-là. C'est d'abord de passer, en gros, cette zone de Molle, qui est on va dire le premier poteau noir. Donc en gros, tant qu'il y a du vent qui nous mène dans l'ouest, on en profite. Et puis à un moment, quand la Molle arrive, là, il faut le traverser. Donc ce que font les premiers, par exemple. Donc là, ils ont fait le max de l'ouest possible. Et maintenant, il faut le traverser. Les autres qui étaient un peu en retard, ils ont profité d'essayer de faire du sud pour éventuellement se laisser le temps d'avoir une ouverture sur un passage plus dans l'est. Et puis après, il y a les autres carrément à l'est qui se sont dit, tant qu'il y a du vent et qu'on peut traverser tout de suite cette zone, on y va. Et avec un peu de chance, on rattrape les alizés profondes, on les appelle comme ça, hein, les alizés qui partent du Maroc, qui entourent le Cap-Vert et qui vont vers les Antilles. Ça permet de descendre au portant vers la zone d'empannage et éventuellement, si jamais le poteau noir est ouvert plus dans l'est, paf, on en profite, quoi.
Ça n'a pas l'air d'avoir ta faveur. Non, je me mouille carrément. Je ne pense pas que ça passera, évidemment, parce que on peut voir que quand on regarde la carto, ils ont le même avancement dans l'Est. Et on voit que les premiers sont quasi sortis dans quelques heures, probablement peut-être demain matin, ou j'en sais rien. Ils seront sortis de cette première zone. Et donc après, ils vont foiler, ça va aller vite. Et les autres à l'Est, ils auront des empannages à faire et de l'Ouest à faire. Donc forcément, l'écart latéral qu'il y a entre eux, il va peut-être se traduire en presque écart longitudinal ensuite. Donc là, on parle de Jean Le Cam et de Konrad Koeman. Ils n'ont pas fait ça aussi pour jouer un peu leur va-tout parce qu'ils étaient un petit peu décrochés et que c'est une option qu'ils auraient peut-être pas pris naturellement s'ils étaient avec le paquet de tête. Oui. C'est une attaque. Une attaque de défense, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Ouais, quelque part, c'est une route sécurisante en fait. On sait que les alizés profondes, elles existent, elles ont leur nom, elles sont là. Et c'est sûr que dans une situation incertaine, parfois, c'est intéressant d'aller vers là. Et d'ailleurs, on a plein de transats en Figaro notamment, où des options de ce type ont payé. Oui. Moi, j'en fais partie. Pas mal. Bon, là, c'était un peu plus haut, mais que là, où là, c'est vraiment très, très bas. Cette situation un peu particulière est aussi due à la dépression stationnaire qui est en face des Canaries. Ce qui fait que ça coupe les alizés, en fait. On voit bien sur la carto, alors si vous nous écoutez sur la carto, mettez-vous devant, on voit bien effectivement cette grande bande un peu plus foncée, bleu foncé, par rapport au vert qui tire vers le jaune quand il y a les alizés. On voit bien que là, elle n'est pas du tout normale, quoi. Cette panne d'alizés n'est pas prévue. Sophie, Romain disait qu'il était content quand même d'être plutôt sur le côté ouest que d'être dans le groupe de ceux qui sont entre les deux, au milieu, qui n'ont pas poussé l'option ouest jusqu'au bout et qui sont un peu effectivement dans un endroit où il y a encore moins de vent que sur le reste du plan d'eau. T'aurais fait quoi, toi? Il a assez bien dit le fait qu'on... Enfin, j'ai pas été faire devant des globes, mais dans ce genre de situation où on empanne trop tôt parce qu'on pense que c'est le bon moment et en final, on se retrouve à pas se retrouver dans la zone attendue et à regretter un peu cette décision. Finalement, en empannant tardivement et en pouvant croiser cette zone de molle quasiment à la perpendiculaire, il va avoir le choix de glisser dans les pressions et de relofer un petit peu plus quand il y a de la molle, donc c'est un peu plus facile. Les autres qui se retrouvent vraiment sans vent, il y en a certains, on les voit, ils sont même pas dans le sens de la route. Là, c'est vraiment compliqué et on va mettre du temps à s'en extraire. Donc finalement, il choisit une option plus safe et sur laquelle il va pouvoir ajuster un peu mieux ses angles aussi d'attaque. Donc c'est plus de route au début. Je pense que tu serres un peu les fesses avant l'empannage quand tu pousses toute la nuit dernière là, mais une fois que tu as empanné et que tu arrives à avancer vers le sud, effectivement, tu vas être un peu soulagé. Surtout que là, pour l'instant, ça lui donne un petit peu raison sur les bateaux qui sont vraiment au centre et qui pour l'instant peinent vraiment à avancer. Qui souffrent, ouais. Je voudrais qu'on parle un peu de Sam Goodchild quand même, parce que ce qu'il a fait là en prenant la tête et en allongeant bien. Alors là, il s'est fait un petit peu rattraper en termes de classement et de distance aujourd'hui. Voilà, Sébastien Simon est revenu à 9000. Le Cam, alors je vais peut-être rafraîchir ma page parce qu'il est 19h passé et donc du coup, il n'est pas impossible qu'on ait le nouveau flot de position. Ah voilà. Ah oui. Oh, fait la foule. Parce que Jean Le Cam est repassé premier. Donc pour les gens qui vont nous écouter en podcast, ça aura peut-être encore changé demain matin. Donc là c'est l'option, pour le coup c'est l'option complètement à l'est, le long des côtes de... Alors, je sais pas comment il fait le classement en fait, c'est ça qui est alors là, ça curieux. c'est une autre question, mais c'est fait sur un waypoint, je crois. Il faudrait savoir effectivement si le waypoint est dans l'est, en gros au virage à Cape Town. Évidemment les gens plus à l'est sont plus proches, mais l'option n'est pas là en fait, parce que Jean Le Cam aura de l'ouest à faire dans tous les cas, il passera jamais il coupera pas l'anticyclone de Sainte-Hélène, ça passe pas. Ça passe pour le coup vraiment jamais. Je crois que Tabarly a essayé une fois et ça n'avait pas payé. Donc là on voit bien que effectivement les premiers de l'ouest sont encalminés dans le cœur de cette zone sans vent, donc ça va venir tranquillement. Et à combien il est, Sam?
5 nœuds, c'est pas beaucoup de vent. Voilà, alors que Jean Le Cam est à 14 nœuds. Alors pour le coup, Jean Le Cam arrive dans les fameux alizés profonds, là, donc là, ça va accélérer. Mais le problème, c'est qu'il y a, à vue de nez, je sais pas, il y a 600 000. Il y a 600 000 d'écart, quoi. On dirait une Transat AG2R, en fait. C'est ça. Sauf qu'ils vont continuer tout droit vers le sud. C'est bien ça le problème. Oui, je voudrais qu'on s'arrête juste un instant sur Sam Gutschall alors, personne n'est vraiment surpris de le voir à cet endroit-là, surtout pas toi, Thomas, je pense. Mais quand même, ça c'est un lancement. Non, pas surpris, mais il fait peu de fautes depuis le départ. Il part bien, il part vite avec le bon groupe. Et dans ce bon groupe, en fait, il y a Thomas. Alors, avec Thomas et chacun en prenant des routes un peu différentes, parce que Thomas est parti vite dans l'ouest et en extrême nord-ouest, tandis que Sam s'est décalé plus au sud avec Nicolas Lundven. Mais notamment sur la journée, enfin sur le week-end, sur les journées de samedi et dimanche, il a d'une position qui avait l'air très potentiellement un peu défavorable sur la carte avec le vent. Il a réussi à coup en jouant les grains, les petites bascules qu'il avait, en jouant vraiment dans l'instantané de la météo qu'il avait sous les yeux, en fait à creuser plus qu'à perdre, alors que Nicolas lui s'est retrouvé avec le groupe dans lequel il y a Jérémy, Charlie, etc. Donc plutôt assez impressionnant. Et Thomas, il a tracé sa route le plus à l'ouest, le plus au nord-ouest, avant de décider d'empanner, un peu plus tôt que les autres d'ailleurs. Et puis maintenant, il s'agit de descendre vers le sud, comme l'expliquait Eric tout à l'heure. Et puis en trouvant la bonne trajectoire pour aller d'abord s'extirper de cette zone de pétole. A priori, les bateaux de tête, là, Nicolas, Sam et Thomas devraient retoucher du vent dans la nuit. On verra si c'est le cas ou pas. Il y avait un peu de décalage entre ce qu'on voit nous sur la carte, ce qui se passe réellement. Mais c'est impressionnant, Sam. Je vais revenir juste sur un truc par rapport aux trajectoires de Sam de Conrad et de Jean. Faut pas oublier qu'ils ont des bateaux à dérive. Ouais. Que sur les 3 premiers jours ou 4 premiers jours de course où il y a pas mal de vent et des vitesses qui sont propices aux foilers, c'est 80 000 par jour qu'ils leur mettent, d'avance que prennent le groupe de tête, ce qui crée ce décalage de 300, on en parlait tout à l'heure avec Eric, c'est un peu plus de 300 000 entre la tête de flotte et Jean, au moment où Jean bifurque vers l'est pour prendre cette trajectoire à l'est du Cap-Vert. Mais c'est un bateau à dérive comparé à un bateau à un foil, c'est aussi un bateau qui porte un spi et qui a des allures au portant qui sont beaucoup plus proches du vent arrière que ce qu'on fait en foiler. Donc ça, il y a une vraie logique dans la route qui est choisie par Jean et Conrad. Mais ce sera intéressant de voir quand ils reviennent à l'ouest, à quel endroit ils se placent par rapport à Tanguy, par rapport à Sébastien, par rapport à Eric qui a le même bateau que Jean aussi. Quelques-uns devant, il y a Benjamin qui était un peu englué pendant un moment, mais ça va être intéressant de voir comment tous ces bateaux-là sortent. Et Thomas, aujourd'hui, est le plus à l'ouest de toute la flotte, et d'assez loin. Hein. Il a vraiment un positionnement. Et puis il a l'air de continuer à aller dans l'ouest, donc je ne sais pas jusqu'où il va pousser. Et Eric, il n'y a pas de convergence globale avec un point d'entrée dans le poteau noir cette année. C'est pas le point de passage. Souvent, on dit le passage, il est à tel endroit, cette année, il est à tel endroit, et là, il est plus large que ça. Je pense qu'en fait le poteau noir est assez gentil par rapport à ce que par exemple on a eu sur l'Arkea Ultimate Challenge. Là globalement je pense que ça va passer assez bien. Et je suis curieux de savoir justement, c'est là où je n'ai pas fait d'analyse assez fine, mais quel va être l'avantage d'être dans l'Est par rapport, par exemple, Sébastien Simon, s'il arrive à sortir de la situation en même temps que par exemple Nicolas Lundven. On aurait tendance à dire que le meilleur angle à la sortie du poteau noir sera pour Sébastien Simon. Donc, on a tous envie d'être passer le poteau noir le plus à l'aise possible pour pouvoir lâcher les chevaux en fait après le poteau noir. Abattre un peu plus que les autres, quoi. Voilà. Et donc c'est pour ça que je suis curieux de savoir aussi, notamment avec la position de Thomas, comment il va s'en sortir. S'il démarre plus tôt, tant mieux. Mais le risque c'est qu'effectivement il soit plus serré. Mais après avec ces nouveaux bateaux, les foilers, ils vont tellement vite au près maintenant que ça perturbe un peu nos visions.
Et est-ce que les foilers, ils n'ont pas intérêt à sortir assez ouest, justement, parce ils marchent très très bien au reaching, ils s'appuient sur leur foil, et à sortir un peu plus low-fait que les autres du poteau noir? Longtemps, effectivement, la stratégie était de sortir le plus à l'est possible pour pouvoir être le plus au portant possible, mais sauf que là, avec des foils, t'as peut-être plus intérêt à être un peu plus levé. Effectivement, ça veut dire aussi faire plus de route avant. Ouais. Donc là, là, ils ont réussi à faire la route dans l'ouest avec du vent. Ce qui pose problème avec les gens du milieu, par exemple, c'est qu'ils ont pas fait de la route vers l'ouest avec du vent. Donc là, maintenant, ils se retrouvent encalminés à essayer de faire de la route vers l'ouest. Donc eux, ils vont prendre cher, je pense. Mais effectivement, peut-être que être un peu plus serré, ça fait moins de manœuvres, moins de toile à gérer dans des conditions justement très aléatoires du poteau noir. Ce sera peut-être un peu plus simple. Une voile, on se repose un peu plus et au final on avance tout le temps. Que ça forcisse ou pas, en fait, c'est peut-être plus intéressant, effectivement. Et est-ce qu'il s'est déjà joué des choses? Là, on a vu que ça partait par devant, puis après, ils ont recollé derrière. On voit que les écarts, ils se sont un peu réduits. Je sais pas, Antoine Cornic ou Benjamin Dutreux sont dans la zone des 100 000. Il y a déjà, on est à 120 000 pour Damien Seguin, on est à 137 000 pour Alan Rora, on est à Giancarlo qui est un foiler et à 164 000. Il y a déjà des choses qui se sont jouées? Ou avec ces distances-là, avec la zone de mal à traverser encore cette nuit et le poteau noir, tout est encore possible? Je pense que la vitesse à laquelle les bateaux de tête sortent de cette zone sans vent, avant d'aller vers le poteau noir, elle est clé. Plus ils passent de temps, plus les bateaux qui sont derrière vont se rapprocher. Et donc, plus il y aura d'incertitude sur qui sort le premier. J'écoutais Johan et Richaume hier, et puis Charlie Dalin quand même dire ou exprimer l'un et l'autre que voilà, il y a une petite inquiétude que les 2 ou 3 bateaux qui étaient devant s'étaient un peu barrés quand même. Maintenant, le passage du poteau noir, il peut mieux se passer pour les poursuivants, pour ceux qui sont devant. Ça, on le saura de manière un peu plus claire dans 3 jours. Et puis c'est malgré tout un peu dans l'Atlantique Sud que les choses commencent vraiment à se jouer. Donc là, notamment à un horizon de fin de semaine prochaine, il y a une dépression qui se forme au large du Brésil qui pourrait permettre de couper l'anticyclone de Sainte-Hélène. Donc je pense qu'ils ont tous les yeux un peu rivés dessus pour voir si vraiment elle va pouvoir leur permettre de couper l'Atlantique Sud ou pas. Encore sur un Vendée Globe, on regarde la météo à combien de jours? Sophie, tu sais, tu t'es préparée pour le jour où? Non, pas encore, non. J'ai encore un petit peu de chat à fouetter avant, mais je pense qu'ils font sur les prochains, effectivement, gros phénomène, le passage du poteau noir, et puis savoir comment ça va se dérouler derrière. Mais je pense que Thomas et Eric sont plus expérimentés que moi sur cette question. Ouais, je sais que Sam, hier, m'envoyait un message en me disant « J'ai fait mon premier routage jusqu'au Cap Horn. Damn !» Ah ouais. Et alors? Damn. Ça fait peur. Je te vois regarder la météo, Eric. Ouais, je regarde. Effectivement, en fait, en général... Il est sur Windy, donc, sur son téléphone. Dans quel sens on fait les pronostics en général? Enfin, les pronostics, les prévisions, c'est tu regardes les éléments clés. Il y a le poteau noir évidemment, et derrière le poteau noir, tout de suite, il faut quand même anticiper, faire la balance entre combien je peux perdre dans le poteau noir, mais surtout où ça me positionne pour la suite. Et effectivement, il faut regarder tout de suite derrière le poteau noir quel phénomène on va attraper. Et la logique voudrait qu'on attrape justement un front chaud derrière, au large du Brésil pour pouvoir l'accompagner, si possible, tout au long de l'Atlantique Sud. On verra si c'est possible. C'est un peu loin encore. C'est presque des logiques de Jules Verne, hein. Oui, on arrive. Les bateaux sont capables de tenir, quand tout va bien, 20 à 25 nœuds de moyenne, les foilers. Et c'est la vitesse de déplacement d'une dépression, globalement, ça tourne autour de ça. Donc, ils sont un peu moins rapides que les trimarans, mais n'empêche que ça commence à être les mêmes problématiques, effectivement. En tout cas, si tu chopes si tu arrives à rentrer dans les premiers dans l'Indien et que tu chopes une dépression et qu'ils sont que 2-3, il y en a 2 ou 3 qui peuvent partir devant assez facilement, quoi. Ouais, c'est assez classique.
Thomas, une petite question, beaucoup plus logistique et organisationnelle. Quand on est une écurie comme TR Racing, comment on est organisé pour le suivi du Vendée Globe de 2 bateaux? Il y a une cellule qui surveille en permanence ou tout le monde est un peu off chez soi? Comment vous êtes organisé en termes de veille et de suivi? Non, on a un peu comme pas mal d'équipes, on a une cellule de veille dans laquelle il y a 7 personnes, 3 dédiées pour le suivi de chacun des 2 bateaux et puis moi qui flotte entre les deux. C'était pas une bonne idée d'ailleurs. Je pense que je vais pas forcément beaucoup dormir sur les prochains mois, mais et puis le Vendée, c'est aussi l'aboutissement de 3 ou 4 ans de projet intense, avec énormément de courses en amont. Dans notre cas, la conception, la construction d'un bateau en parallèle des saisons 2021-2022, puis la construction du projet avec l'arrivée de Sam dans l'équipe. Donc la période du Vendée, c'est aussi un bon moment pour essayer de faire récupérer une bonne partie de l'équipe. Sophie, toi, tu suis comment le Vendée Globe? Je viens de te demander si tu te projetais. Tu m'as dit non, que tu avais deux, trois autres chats à fouetter d'abord, mais tu le... Bah ouais, c'est compliqué. Je le suis comme je peux selon le planning de mes semaines, quoi. Et donc j'ai toute une partie qui est recherche de partenaires où je pars ce soir vers la région parisienne. Une autre où je navigue, comme tu l'as dit, encore pas mal en hiver en match racing. Là, on a un petit championnat ce week-end. Donc évidemment, j'essaye de tous les matins et tous les soirs de me faire des petits points sur la carto parce que on connaît tous à peu près tous les coureurs de ce Vendée Globe. L'édition à l'inédite, il y a 40 bateaux. Il y a autant de jeux chez les foilers que chez les non-foilers. Et donc, c'est une édition assez géniale. Et puis, des conditions comme ça où il y a un peu de jeu, malgré tout, c'est hyper intéressant. Ça, c'est assez original comme situation. Hein. Ouais. Sur les autres Vendée Globe, il y avait rarement le premier obstacle avec de l'enjeu et de la distribution, entre guillemets, c'était le poteau noir. Mais là, c'est le fameux deuxième poteau noir qui arrive plus tôt. Ça t'intéresse le Vendée Globe pour quand t'auras fait, comme tu dit, quand t'auras fouetté quelques autres chats? Écoute, je vais te faire la même réponse que Benjamin Schwartz dans son podcast. C'est que évidemment, ça intéresse, ça fait rêver. C'est une aventure qui est incroyable. Mais je dois avouer que passer par une petite Ocean Race avant en équipage et aller découvrir ces mers du Sud en équipe, ça me tenterait bien un peu avant, quand même. Le message est passé. On va prendre des questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main. Oui, bonjour. Je voudrais savoir si Vulnérable pense déjà à l'Ocean Race et mettre les 2 bateaux ou un seul. On a annoncé qu'on participerait à Ocean Race Europe l'an prochain et à Ocean Race en 2027. Avec un bateau, c'est sûr. Un seul. Pour l'instant, un seul. Quand on dit vulnérable, les 2 bateaux s'appellent vulnérables. Hein. Faut suivre les namings. Il y a TR Racing qui est la structure, vulnérable Good Child et vulnérable Orient. Alors j'ai une question par rapport à ce qui se passe autour de Burton. Je voulais avoir un peu votre regard par rapport à la vidéo qu'on a vue. Incroyable. Il y a à peu près 24 heures. Non, on en a reçu il n'y a pas très longtemps. Là. Ouais, il a monté les réparations. Je ne sais pas si tu as vu. Mais... Je voudrais pas être à sa place. Non, c'est lui le constructeur de bateau. Ouais. Vous avez vu les vidéos en question? Donc, c'est un très gros crack quand même. Ouais, moi, j'ai pas vu la réparation. J'ai vu la vidéo d'hier soir. C'est un sacré crack, ouais. J'ai découvert avec un peu de stupeur ce matin qu'il comptait passer quelques heures à réparer son bateau. Il a réparé. Il y a eu une vidéo ce soir, juste avant qu'on se réunisse tous ici, qui montrait qu'il avait tout poncé, mené ce qu'il fallait mener, remis de la colle et puis du tissu par-dessus. Ouais, je croise un peu les doigts pour lui, c'est un peu engagé. Ouais. Tout le monde est très impressionné. En tout cas, regardez la vidéo parce que c'est assez impressionnant le travail qu'il a mené. Notamment, il a pris une latte de spare qu'il a collée à l'intérieur et qu'il a contre-boulonné à l'extérieur. C'est un peu rustique, mais le bateau, il dit que ça craque plus. Donc voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous n'êtes pas de questions, vous êtes sûr? Moi, j'ai encore des questions. Le timing est encore n'est pas tout à fait fini. J'ai plutôt une question météo pour toi, Eric. Du coup, sur la partie post-poteau noir et ce contournement de l'anticyclone de Sainte-Hélène, qui est d'ailleurs, c'est pas une promenade de santé comme ce que nous racontait Romain tout à l'heure, mais c'est une partie plutôt sympa. Hein. Il fait beau, il y a du vent, le vent est plutôt régulier. Il faut bien contourner l'anticyclone, sauf à faire comme Jean Le Cam il y a 4 ans qui avait coupé à travers.
À partir de quel moment, toi qui l'as fait en multicoque, mais à partir de quel moment on commence à se mettre en mode Grand Sud à quel, tu sais combien de temps un petit peu avant l'entrée dans les mers du Sud, on fait un check du bateau, on fait un tour complet, on commence à remettre des polaires. Je sais plus qui racontait ça l'autre jour, mais c'est très rapide la phase où on passe du short t-shirt au polaire bottes cirées et se fait en quelques heures, enfin quelques jours, sinon quelques heures. Bah, du coup, de mon expérience, je l'ai fait plusieurs fois, cette traversée de l'Atlantique Sud. Une fois sur la Volvo Ocean Race en 2014, et puis et après sur l'Arkea Ultimate Challenge en solitaire. Ça allait un peu plus vite en multicoque, quoi. Alors non, parce que j'ai eu un Atlantique Sud désastreux où il y avait vraiment pas de vent. J'ai passé plus d'une semaine à moins de 12 nœuds de vitesse, donc autant dire que il y avait vraiment pas de vent. Et pour le coup, en général, quand il y a pas de vent, ça veut dire que l'anticyclone est assez bas et il fait beau. Donc là, on est en short très longtemps, jusqu'à peu près la latitude de Cape Town. Et d'un coup, effectivement, si jamais on rentre, si une dépression est en approche, tout de suite, là, le vent glacial remonte assez vite. Donc, ce qui est bon signe, paradoxalement. Ça veut dire que t'es sur la trajectoire d'une... S'il fait chaud longtemps, en général, c'est que c'est pas bon signe. et donc, effectivement, les dépressions qui naissent au large du Brésil, souvent, elles sont gorgées d'air froid qui remonte de l'Antarctique, et c'est pour ça qu'elles sont puissantes et assez intéressantes. Donc là, assez vite, en fait, il fait frais. Ce qui me dérange le plus, notamment en IMOCA, je pense, c'est à la sortie du poteau noir, c'est la fameuse phase de près. Donc on est effectivement, on est dans les alizés de l'Atlantique Sud, mais mine de rien, la mer, elle est assez hachée, un clapot assez désagréable, et donc en général, en fait, c'est moins sympa que les alizés de l'Atlantique Nord. Donc en fait, c'est agréable, il fait beau. Il y a les poissons volants, tout va bien, mais ça tape. Il peut y avoir plus d'instabilité que dans les alizés de l'Atlantique Nord. Et tout ça, alors ça dépend vraiment de la configuration du poteau noir finalement. Si les zones d'orage se présentent ou pas. Alors justement, dans l'Arkea Ultimate Challenge la dernière fois, à la remontée, avec Anthony Marchand, on avait mis plus de 7 jours à faire 1200 milles, ce qui était vraiment ridicule. Je crois que je me rappelle d'une journée à 50 milles. En ultime. Autant vous dire que ça flappe beaucoup, hein, c'était pas terrible. Mais on avait eu une zone très intense en termes de grains, mais sans vent. Beaucoup d'orage, mais vraiment pas de vent. Là, j'ai pas l'impression que ce soit le cas. Je pense que le poteau nord est assez petit finalement. Du coup, je pense que ça va aller assez vite. Ils vont avoir de la chance de ce côté-là. Et après, sur la trajectoire, il faut voir si la dépression, effectivement, qui sort de la baie de Rio, en gros, va nous amener du vent ou pas. C'est pas un Vendée Globe très rapide pour l'instant. Non, c'est pas rapide du tout. Enfin, c'est comme 2020. Alors, il y a une petite configuration. Vous allez dans paramètres. Ok, affichage. Là, et là, tout à droite, là, tu as les routes des anciens. Et si tu mets celle d'Armel-Lecléache, qui est la route la plus rapide, si tu dézoomes, là tu vois où il était. Non, voilà, ça y est. Tu cliques pas très bien. Pourtant c'est mon métier, tu sais. Normalement. Voilà, donc là t'es bien. Donc là, si tu dézoomes, on peut voir la position d'Armel-Lecléache en 2020. Donc tu vois qu'il est en 2016. Il était là. Il est déjà dans le poteau noir en fait. Ah oui. Et contre, il a 600 000 d'avance quoi. Ouais, c'est ça. Et par contre, si tu mets la position du dernier Vendée Globe avec Yannick, là on est un peu plus dans les clous, mais on est en retard déjà. Allez, on est effectivement. On a une grosse journée. On aura appris quelque chose ce soir. Vous saviez ça, vous? Non, hein, voilà. Donc affichage, et juste à côté d'affichage, hop, tout à côté, vous avez les cartouches rouges avec les parcours. Et effectivement, Armel-Lecléache était très très en avance, ouais. Et Yannick était là. Était pas en tête, effectivement. Yannick était quand même devant, donc il est encore plus lent que dans le groupe. Que le Vendée Globe de. Ah non, il est là, regarde. Ah, il était pas en tête. Il y avait d'autres gars encore. Ah, il y avait d'autres gars devant. Ouais. Et ouais. Alors après, il y a un autre truc, une autre astuce assez sympa. J'ai appris ça. Ok. C'est sur l'appli. Alors là, je vais faire de la pub pour Initiative Cœur, où là, ils proposent même des routages. Il y a un routage sur la panne. C'est assez intéressant.
Voilà, on est dans l'ère de l'AI là, donc ça va venir. Là. On sent que tu bosses le sujet quand même. On va avoir des gros changements. On sent que tu bosses le sujet. Parce que le Vendée Globe n'est pas une histoire finie chez toi, hein, juste pour le. Non. Puis ça a failli être une histoire en cours. Ouais, sur le Vendée Globe précédent. 2020, effectivement. D'ailleurs, on a failli construire le même bateau que Vulnérable. En fait, c'était mon bateau normalement. Voilà. Mais ça s'est pas fait. Donc mon slot de construction est passé dans les mains de celui de Thomas. Et puis voilà. Donc partie remise. Partie remise, effectivement, c'est pas impossible. C'est pas un scoop. Hein. En ce moment, je suis en recherche de partenaires et effectivement, dans les solutions que je propose, il y a une Ocean Race et un Vendée Globe. Très bien. Merci beaucoup. Merci à tous les trois. On va vous applaudir. Merci bien. Merci. On sera pas venu pour rien avec ce petit truc sur la carto des parcours précédents et on se retrouve du coup lundi prochain pour le 3e épisode. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Merci d'avoir suivi cet épisode de Pause Report Live. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé et n'hésitez pas à le partager. Si vous souhaitez assister à l'enregistrement de lundi prochain, l'accès est gratuit, mais pensez à réserver votre place sur deepandshaft.com.